cadre de cette magnifique salle visigothique et sous l'égide du cercle du 17 janvier, dont une des vocations est de permettre aux chercheurs sincères que nous sommes de se retrouver, d'échanger et de partager nos investigations. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jacques Mazières pour nous présenter le fruit de ses investigations. Bonjour à tous. Après Philippe Duquesnoy en 2019, j'ai l'honneur d'avoir été sollicité. Merci d'avoir accueilli un non-spécialiste de l'affaire de Rennes-le-Château et de l'abbé Saunière. En effet, mes réflexions portent exclusivement sur l'ouvrage de l'abbé Henri Goudet, et particulièrement sur la carte qui se trouve en sa fin. Cet ouvrage fait l'objet d'un long passage dans le livre de Gérard de Sède. C'est lui qui affirme qu'il se rapporte de quelque manière à ce qui s'est passé à Rennes-les-Bains, sans toutefois préciser comment. C'est ainsi que, à tort ou à raison, la vraie langue celtique est devenue un objet d'étude pour tous les curieux de l'affaire de Rennes-le-Château. Il s'agit maintenant de répondre à une question. Henri Goudet désigne-t-il un endroit précis? Nous disposons de deux documents incontestables. La carte de LVLC, parue chez Pommiès à Carcassonne en 1886, et le dessin, je dis bien le dessin d'une stèle funéraire, publié dans le bulletin de la César, dans la même maison d'édition, mais 20 ans plus tard, avec un autre patron, en 1906. Donc. De ces deux documents, les originaux nous sont parvenus, et ces publications bien distinctes de celles du livre de Gérard de Sède nous garantissent contre toute éventuelle modification par cet auteur ou ses deux associés. Ces deux documents qui n'ont pas pu être en aucune façon modifiés par de Sède, Plantard et Cherizet. Donc on part, je pense, sur du solide. Il sera montré plus loin que ces deux documents, la stèle et la carte, ont été conçus sur les mêmes bases afin de fournir la même information. Le dessin de la stèle n'est pas une pierre tombale, puisque c'est une image. Mais, par commodité, il sera désigné par la stèle. La méthode sera aussi logique que possible, je ferai de mon mieux, en vue d'une démonstration aussi rigoureuse que possible. J'ai essayé de partir de trois théorèmes. Les trois théorèmes sont la carte correspond, donc la carte LVLC. J'ai bien dit que maintenant, quand je dirai la carte, ce sera la carte de Goudet. La carte correspond à des éléments géographiques bien présents dans la région. Le dessin de la stèle, c'est le deuxième théorème, le dessin de la stèle est structuré en fonction de celui de la carte. Et enfin, la carte et la stèle sont conçues, et là je crois que c'est une nouveauté, en fonction de la feuille cadastrale du Cerbaillon. Je fais naturellement allusion au cadastre ancien, celui qui a été tracé en 1831 ou 32, je ne sais plus. Le cadastre dont disposait Goudet. Alors, un théorème est une assertion vraie, c'est-à-dire qu'elle doit être démontrée, contrairement à un axiome. C'est ce que je vais essayer de faire. Mon propos, car ma méthode est essentiellement visuelle, elle repose sur des images. Au nord, vous voyez Peyrolles. Au sud, vous voyez Saint-Louis. Saint-Louis, personne n'y pense, et pourtant Saint-Louis est au sud exact de Peyrolles. Il y a 200 mètres d'écart de longitude entre les deux églises, alors qu'il y a 12 km 600 de hauteur. C'est quasiment exact. Alors, il y a un autre point, donc vous avez au nord Peyrolles, au sud Saint-Louis, et ici j'ai placé le menhir de Peyrolles. Vous avez bien compris ces trois points. Et maintenant, voilà la deuxième diapo. Vous regardez la carte de LVLC, la carte, et vous voyez au nord un repère d'impression, ou quelque chose qui y ressemble, en bas un autre repère d'impression, et après le titre, un point. Alors, il faut bien noter que les repères d'impression, dans un bouquin, ils disparaissent au massicotage. Là, ils sont toujours présents. Il faut bien voir aussi qu'à la fin du titre, il n'y a jamais de point. Ici, il y a un point. Donc, on passe à la diapo suivante et on s'aperçoit que les deux triangles ainsi formés sont absolument homothétiques.
C'est-à-dire que si vous ramenez deux côtés homologues à la même longueur, vous pourrez superposer les deux figures dans leur totalité. Ceci, je n'ai absolument pas truandé les angles. Hein. Les triangles sont les mêmes. Le triangle de la carte, le triangle qu'on voit sur la vue aérienne, et celui ils sont homothétiques, c'est les mêmes triangles. Il fallait donc, quelque part, intégrer la liaison entre Peyrolles et Saint-Louis, en sachant où est le menhir. La carte de Boudet qui était opaque. Comment pouvait-on projeter la carte de Boudet sur une autre carte à une autre échelle? C'est très difficile. Si la carte avait été transparente, on aurait pu, à l'époque de Boudet, les projecteurs de cinéma, les agrandisseurs photo existaient déjà. Mais ils ne projetaient que des documents transparents, fixés sur une pellicule. Et la carte de Boudet est opaque. C'était pas si compliqué que ça. D'abord, on pouvait toujours reporter avec une règle, un rapporteur, la figure qui ne comporte finalement que 3 points. Mais on pouvait aussi très bien ouvrir les repères d'impression, comme je l'indique ici. Vous ouvrez la fenêtre, tu ouvres le repère d'impression, tu fais une fenêtre, tu ouvres le deuxième repère au-dessus, tu en fais une autre, tu fais un trou en l'emporte-pièce sur le point du titre, tu fous tout ça dans ton agrandisseur photo ou dans ton projecteur, et tu vas avoir un rectangle lumineux en haut de la carte, un rectangle lumineux en bas, et un trou et le rond à l'endroit du trou du menhir. Donc ça va se projeter à l'échelle que tu voudras. Alors voilà ce que donnerait une représentation, une projection de la carte de Boudet sur la carte d'état-major de 1880. Alors pourquoi celle de 1880? La carte d'état-major, la première a été faite en 1851, enfin la feuille qui nous concerne, mais elle était au 40 millième, les feuillets faisaient 1 mètre de large, et surtout, il y avait 2 feuillets qui couvraient la région et qui étaient séparés par le méridien 600. Et le méridien 600, il passe quasiment au milieu de la zone. Alors, vous imaginez, c'était impossible. Heureusement, en 1880 est parue la version au 80 millième qui regroupait Rennes-les-Bains Est et Rennes-les-Bains Ouest sur le même feuillet, qui fait toujours 1 mètre de large, mais qui tient en un seul morceau. On pouvait donc projeter l'image de la carte sur la carte de Boudet, sur celle de l'état-major. Et voilà ce que ça donne. Alors, déjà, vous pouvez avoir un petit aperçu. Le repère d'impression tombe sur Peyrolles, le repère d'impression supérieur. Le repère d'impression inférieur tombe sur Saint-Louis. Et nous verrons que le point du titre tombe bien exactement là où est le menhir. Bien que, sur la carte des 1880, le menhir ne soit pas indiqué. Je vous montre un petit peu ce que ça donne dans la partie supérieure. Voilà où se cale le point, le repère d'impression supérieure. Je vous signale qu'il sépare Peyrolles en Peyrolles, et que Boudet n'arrête pas de nous seriner qu'il faut utiliser l'anglais mais aussi l'occitan qui éclairera la voix du chercheur machin. Peyr en occitan c'est la pierre, et Hall en anglais c'est le trou. Et vous avez la pierre de trou. Ça c'était assez facile à comprendre. Peyrolles, pierre de trou, c'était pas trop dur. Trouver que Saint-Louis, c'était... voilà, Saint-Louis, c'était beaucoup plus compliqué. Sur mon site, je vous donnerai l'adresse, j'ai fait une petite étude du mot Saint-Louis. Mais ce qu'on peut noter, c'est que, autant sur la partie supérieure, Peyrolles est sectionné en Peyr et Hol, autant sur la partie inférieure, vous voyez que le L de Louis se cale exactement comme une équerre dans le repère d'impression inférieure, et qu'en plus, la taille l'intervalle entre les 2 barres horizontales correspond à la taille des lettres du mot Saint-Louis. Idem pour Peyrolles. Vous voyez bien que l'intervalle entre les 2 barres horizontales, qui est un peu plus grand que celui du repère inférieur, ça a beaucoup intrigué un certain nombre de chercheurs, c'est tout simplement parce qu'il y a le Y. Et le Y, il prend plus de hauteur. Donc l'intervalle entre les 2 barres horizontales est un peu plus grand pour Peyrolles que pour Saint-Louis. Voilà. Jusque-là, j'espère avoir été assez clair. Alors, j'imagine la première objection qu'on va me donner, c'est est-ce que tu es bien sûr que le point du titre est à l'emplacement du menhir? Et dans ce cas, comment Boudet aurait-il pu le déterminer? Car Boudet était curé, il n'était pas géomètre. Eh bien voilà. Où situait le menhir de Peyrolles? Nous l'avons sur la carte IGN. Je vous le signale,
vous regardez sur la carte IGN et vous voyez cette parcelle entourée de murs qui figure encore sur la carte IGN. Le bord nord de cette parcelle correspond à un chemin, j'y suis allé. Ce chemin existe toujours. C'est un tronçon de l'ancien chemin qui va d'Arques à Limoux. Voici le cadastre de l'époque de cet endroit. Alors c'est très curieux car la feuille cadastrale a été dessinée sud en haut et nord en bas. Ah oui. Mais nous y voyons une méridienne, c'est-à-dire une droite verticale, qui passe par Pébrières. Et il se trouve que nous voyons sur la carte IGN que le menhir est au nord exact de Pébrières. Donc, le menhir est sur la méridienne qui passe par Pébrières. Comme nous savons qu'il est au bord du chemin d'Arques à Limoux, que j'ai souligné ici en rouge, chemin d'Arques à Limoux, c'était très facile pour Boudet, il traçait une droite verticale sur la carte état-major qui passait par Pébrières, il s'arrêtait à l'emplacement du chemin d'Arques à Limoux, il plantait son crayon et il disait, il faut marquer un point, et c'était là qu'était le menhir. J'ai redressé la feuille cadastrale, Pébrières en bas, le menhir en haut, sur la méridienne, et la même zone sur la carte des 1880. Pébrières en bas, le menhir en haut. Nous voyons que le menhir se situe sur la carte de 1880, juste au-dessus du A de la Peyrade. C'est le nom du coin. Voilà donc comment Boudet a pu très facilement déterminer l'emplacement du menhir de Peyrolles. Il n'y a pas besoin d'être géomètre, il suffit de se situer par rapport à Pébrières et de s'arrêter au chemin d'Arques à Limoux. Et voici une vue donc de la partie supérieure de la carte. Au vu de ces explications, nous avons le repère d'impression qui vient se poser sur le mot Peyrolles, pas sur le village exactement, pas sur l'église, sur le mot. C'est pour ça que sur toute autre carte, ça n'aurait pas fonctionné, car les noms des villages sont situés plus ou moins d'une édition d'une carte à l'autre. Avec la carte IGN, vous ne pouvez pas faire ça. Et vous avez le point du titre qui vient exactement au-dessus du A de la Peyrade, vous voyez, et il est sur l'emplacement exact du menhir. Donc nous avons un placement hyper précis de la part de Boudet par rapport à trois éléments géographiques, Peyrolles, Saint-Louis et l'emplacement du menhir, bien que le menhir ne soit pas dessiné sur la carte d'état-major. De revenir sur la carte de Boudet, parce que cette carte, maintenant, nous comprenons qu'elle se superpose à des éléments du terrain, et mon premier théorème, c'était ça, démontrer que la carte Boudet correspond à des éléments géographiques, des éléments réellement présents sur le terrain. Je pense, j'espère, vous avoir convaincu. La carte de Boudet. Sur cette carte, il y a un certain nombre d'éléments, mais il y en a deux qui sont bien intrigants. De toute façon, il y a quelques formes géométriques sur tous les points rouges qui composent la carte de Boudet. Il y a notamment deux quadrilatères, deux carrés obliques, au Cugoulou ouest et au Cugoulou est, et ces deux quadrilatères sont là pour que nous dessinions un rectangle. Je vous dirai à quoi il sert. Voilà ce rectangle. Il est bien visible, ok, et il passe par les deux quadrilatères des Cugoulou ouest en haut et est en bas. Ce rectangle, comme beaucoup de rectangles, a des diagonales. Voilà, la diagonale qui nous intéresse, c'est celle-ci. Et elle passe par le G de Hartig. Nous venons tout doucement au point G. Hein? Alors, il passe par le G de Hartig, oui, mais enfin, il passe par aussi plein d'autres endroits. Mais le G de Hartig sépare cette diagonale en deux segments. Quand même, c'est assez étonnant, cette diagonale fait exactement 12 cm. Ce n'est pas un hasard, nous verrons pourquoi tout à l'heure. Et le G d'Hartig sépare cette diagonale en deux segments de 8 et 4 cm. Les lecteurs attentifs de Boudet ont lu la page 230, et une de ces pierres mesure plus de 8 mètres de longueur, 8, sur 2 de largeur et autant de hauteur, 2 et 2, soit 8, 2 et 2, ça fait 12, et quelque part, j'avoue n'avoir pas saisi complètement la pensée de Boudet, ce serait bien prétentieux, et je trouve ça quand même étonnant que cette diagonale de 12 cm séparée en 4 et 8 cm voit tous ces chiffres repris sur ce petit paragraphe de la page 230. J'ai dit qu'une démonstration complète et argumentée de la valeur du G est visible sur mon site, mais j'ai eu des remords et j'ai amené cette démonstration dans mon diaporama récemment. Tu ne l'as pas vu, Alain, donc voilà.
je vais faire une digression sur l'intérêt de ce G, parce que c'est le point qu'il faudra projeter sur le terrain pour déterminer les coordonnées de l'endroit que nous cherchons. Alors, le titre se compose de Rennes celtique, comme vous voyez. Donc 6 lettres, 8 lettres et 1 point. S'il faut partir du point, ce qui à mon avis est absolument nécessaire, nous ne trouverons pas 6, 8 et 1, mais 1, 8 et 6. 186, ça peut être tout ce qu'on veut, une distance ou une direction. Voici donc ce que donne en rouge un trait tracé à 186 degrés à partir du point du titre. Comme par hasard, il arrive sur une autre forme géométrique de la carte, un alignement de 6 traits rouges qui se situe du côté des Cougoulous Est. Mais pile poil, les 6 traits rouges sont là pour nous orienter vers le point du titre. D'ailleurs, ils sont tracés, comme vous le voyez, j'espère, assez bien sur l'écran. Ils sont tracés, ils ne sont pas obliques, ils ne sont pas horizontaux, ils sont tracés vers le point du titre. Et il y a un enchaînement de 6. Donc, ce 186 degrés à partir du point du titre me paraît signifiant. Mais, me direz-vous, est-ce que ça pourrait être une distance? Après tout, ça valait la peine de regarder. Depuis le point du titre, vous mesurez 186 mm. J'insiste, toutes les démonstrations qui sont faites là sont faites en système métrique. La convention avait adopté le système métrique depuis longtemps, et il était bien en usage à l'époque, il n'y a pas de problème. Tout est en système métrique. Eh bien, si vous tracez un trait de 186 mm à 186 degrés à partir du titre, vous arrivez sur un point de la carte. C'est le seul point qui est sur le parcours de cette droite. Il n'y en a qu'un. Et c'est un point d'un arc de cercle, celui des Cougoulous Est. J'espère que jusque-là, ça a été, je n'ai pas été trop vite, j'ai largué personne en haut. Parce que vous allez voir, hein, avec Boudet, avec la carte Boudet, les démonstrations sont compliquées. Alors qu'avec la stèle, je vous montrerai ça tout à l'heure, les démonstrations sont infiniment plus simples. C'est pour ça que la stèle a été faite après la carte. Donc, on trace 186 mm et on arrive sur un point d'un arc de cercle. Le troisième point en partant de la droite. Ah, un arc de cercle. Il est vrai qu'il y a un autre arc de cercle sur la carte Boudet, au niveau du mont Basel. Là où il est écrit Basel, comme vous le voyez sur la figure qui est en bas, il y a un arc de cercle, entouré de lignes diverses, dont une pointe vers le titre. Celle-ci, celle qui est soulignée par la flèche rouge. Comme les 6 menhirs qui étaient là, qui pointent vers le titre, ici il y en a un. Alors mon idée, c'est que Boudet n'en a pas dessiné 6 d'affilée, parce que ça aurait été évident que 2 suites de 6 menhirs pointant vers le point du titre, tout le monde l'aurait compris. Là, il n'en a mis qu'un, mais il l'a mis. Et si on trace un trait depuis le point du titre vers ce menhir couché qui est orienté vers le titre, on sectionne l'arc de cercle en un autre point. Donc on a les 2 arcs de cercle, et dans ces 2 arcs de cercle, on a 2 points notables. On trace une droite, ici en rouge, qui relie ces 2 points. Déjà, elle est à 30 degrés de la verticale, c'est toujours intéressant de noter des angles de 30 degrés ou de 45, on se dit c'est pas le fruit du hasard. Enfin, toujours est-il que la voilà, et elle est perpendiculaire à la diagonale du rectangle, celle qu'on avait tracée tout à l'heure. Là, je voulais tracer en vert, mais c'est bien la diagonale du rectangle des Cougoulous, je vous assure. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'elle passe par le G de Hartig. Nous y revenons. Et on n'a pas fini d'en parler. Donc, ici, ce qu'il me semble, c'est que le G de Hartig a une certaine importance. Maintenant, je suis obligé de revenir à la stèle. Et mon deuxième théorème est la stèle a été conçue comme la carte de Boudet, en fonction de la carte de Boudet ou simultanément à elle, je ne sais pas, mais vous allez voir, l'un ne va pas sans l'autre. Et la stèle ne sera rien sans la carte. Voilà la stèle. Regardez la partie supérieure de la carte, et on a un axe médian souligné par les repères d'impression, et le point du titre, le fameux point du titre. Et regardez la stèle. On a un axe médian, il est mis en évidence par la croix, et on a la pointe du M. Ce M tout seul, à droite, alors qu'on aurait très bien pu marquer MA et avoir la pointe d'un A, si on avait voulu mettre une pointe, non, c'est la pointe du M. Bon, très bien. Mais on se dit, dans ce cas, puisqu'on a déjà projeté
la carte de Boudet à une certaine échelle pour qu'elle corresponde à la carte d'état-major? Pourquoi ne pas ajuster l'échelle de la stèle de façon à ce qu'elle corresponde à la carte Boudet? C'est assez facile à faire aussi. Nous connaissons la carte de Boudet, nous connaissons ses dimensions, donc je ne vais pas me permettre de les modifier. Par contre, la stèle publiée dans la CESA, c'est un dessin. Je n'ai jamais pu consulter l'original et mesurer les dimensions du dessin. Mais enfin, en attendant, il y a des similitudes de structure. Regardez. Je mets les deux documents à la même largeur. Je positionne la croix de la stèle sur l'axe médian de la carte. Et le M de la stèle vient se placer évidemment sous le point de la carte. Et vous verrez qu'entre l'axe médian et le point du titre ou bien la lettre M, si vous mesurez avec précision avec un logiciel quelconque, vous trouverez 6,14 cm. Vraiment, voilà bien une mesure à la gomme. Ce n'est pas la peine de chercher des chiffres mystiques, des racines carrées du nombre d'or ou je ne sais quoi. Ça correspond à une nécessité technique pour Boudet, nous verrons laquelle tout à l'heure. En tout cas, nous avons deux documents dont les structures sont curieusement apparentées. Voilà ce que donne, une fois mise à l'échelle, la partie supérieure. On y voit bien que le titre Rennes Celtique a exactement la même longueur que 6J noble M, et que la croix de la stèle vient se poser exactement autour du repère d'impression de la carte de Boudet. Il y a quand même là quelque chose de particulier. Voilà ce que donne la stèle dans son ensemble, posée sur la carte dans son ensemble. Je ne reprends pas ce qui vient d'être dit, c'est pas la peine. Alors voilà, on regarde donc la stèle en se disant à quoi ça pouvait servir tout cet échafaudage. Il y a deux choses importantes. D'abord, il y a la fameuse ligne du 17 janvier. Tout le monde parle de la ligne du 17 janvier. La ligne du 17 janvier, c'est la 9e ligne de la stèle. C'est une ligne et il y a écrit 17 janvier. Et puis il y a 3 A. Alors, vous avez bien remarqué qu'après Noble, on a un M isolé. On aurait très bien pu marquer MA. Avec la pointe du A, on pouvait faire exactement la même chose qu'avec la pointe du M. Situer l'axe, le machin. Mais non, on a voulu mettre un A en première position de la 2e ligne. Et on a placé un 2e EA en 2e position de la 3e ligne et un 3e EA en 3e position de la 4e ligne. Tout désigne une ligne droite qui passerait par les 3 A. Traçons-la, après tout. Et que voyons-nous? Nous voyons que, alors là, je suis un tireur de traits, là, je sens les critiques arriver, j'ai tiré quelques traits. Rassurez-vous, il n'y en aura pas tant que ça, là, c'est l'endroit où il y en a le plus. Vous avez la droite des 3A. Je vous signale que sa symétrique par rapport à l'axe médian passe exactement par la pointe du M. C'est quand même pas une coïncidence fortuite, ça paraît difficile. Donc la droite des A, déjà, a une allure de droite signifiante. Et vous aurez remarqué, ceux qui ont l'habitude d'étudier la stèle auront remarqué que le S de 60 étant le 60e caractère, le X est le 63e, 9 x 12, je raconte n'importe quoi, 9 x 7, c'est un indice qui nous pointe vers le 7, il y a un autre X ici, juste avant 7, c'est en position 84, c'est 12 x 7, encore un multiple de 7, que si vous reliez ces deux X par une droite, elle est orientée à 30 degrés de l'horizontale et elle est perpendiculaire à la droite des 3A, elle passe par le mot 7, et qu'enfin vous voyez ici écrit X ante 7, X avant 7. Ça oriente quand même passablement vers la ligne du 17 janvier qui commence par un X situé avant un 7. Donc nous avons la ligne du 17 janvier à laquelle je tiens beaucoup, et je ne suis pas tout seul. Plantard, dans tous ses apocryphes, vous savez, Bosséan, la généalogie des rois mérovingiens, enfin tout le bazar, à chaque fois, sur la page de couverture ou dans le texte, il nous place sur le 17 janvier. Plantard, manifestement, connaissait l'importance du 17 janvier. Bon, son problème, je crois, c'est qu'il ne savait pas à quoi ça pouvait servir. Le 17 janvier, la ligne du 17 janvier, qu'on a beaucoup cherché
entre les deux clochers, Draine-les-Bains et Draine-le-Château, enfin, partout sur le terrain. La ligne du 17 janvier, moi, je l'ai trouvée dans le bulletin de la César. Hein. Donc, maintenant qu'on a tracé ces deux lignes sur la stèle, on va essayer de replacer la stèle sur la carte. Et que voyons-nous? La droite des 3A passe exactement par les deux arcs de cercle dont je vous ai parlé tout à l'heure, et elle recoupe exactement la droite oblique dont je vous parlais tout à l'heure. Elle ne la recoupe pas, enfin elle est à la même place. Elle passe par le jet de Hartig, c'est la droite que je situais entre les deux arcs de cercle. On la retrouve, elle est sur la stèle, avec les 3A, elle est sur la carte, avec les deux points désignés dans les arcs de cercle. Ces deux documents sont plus que superposables, ils sont faits pour être superposés. Et c'était ce que je voulais démontrer avec mon deuxième théorème. Voilà l'intersection de la droite, des deux droites de la stèle, ça c'est la stèle en vert projetée sur la carte de Boudet, et paf, l'intersection se fait sur les jets de Hartig. Tout de même. Boudet nous explique que la Cairolo des Redon n'est non loin des Hartig. Bah oui, elle n'est pas loin du tout, elle est dedans. Alors, revoici, maintenant, je continue à progresser dans ma démonstration, la carte de Boudet projetée sur la carte des 1880, comme je l'avais montré au début. J'ai tracé le rectangle des Cugoulous, j'y ai tracé la diagonale, et sachant que le jet de Hartig était ici, alors on le voit à peine le mot Hartig, hein, il est flou, il est gris clair, mais je vous assure qu'il est là. Moi je le vois, mais j'aurais pu mettre plus de contraste. Je suis un peu désolé, j'ai fait ce que j'ai pu. Et sur le jet de Hartig, j'ai tracé cette petite étoile bleue pour que tout le monde le voie. Mais maintenant, regardez, le jet de Hartig, où il y a l'étoile, il est situé sur la carte d'état-major, ça y est. On est un peu à l'est de la bergerie du Barthelot. Donc on sait déjà à peu près où aller sur le terrain. Avec la carte d'état-major de l'époque, on a un endroit. Alors il est situé avec une grosse approximation, je le reconnais volontiers. À tout hasard, je replace la stèle et la carte sur la carte d'état-major, et j'arrive, toujours pareil, au même endroit. Voici la bergerie du Barthelot, et voici l'endroit que nous visons. Mais je reconnais que j'ai fait pas mal de superpositions, j'ai certainement accumulé quelques erreurs, au moins supérieures au millimètre, et 1 millimètre sur la carte d'état-major, c'est 80 mètres sur le terrain, puisqu'elle est au 80 millième. Donc je ne peux pas débarquer sur le Cerbaïrou avec un cercle de 80 mètres de rayon, c'est de la folie. Ceux qui sont allés sur le Cerbaïrou savent très bien que c'est la brousse là-haut, et on ne peut rien y trouver. Donc j'étais là de mes réflexions, je me suis dit comment affiner la chose. Alors, pour l'affiner, déjà, on peut essayer de retracer un peu le moderne à ceci, qu'elle est lisible, elle est bien faite. Enfin, je veux dire que donc j'ai recalé la carte d'état-major sur la carte IGN, tout simplement en superposant les deux églises de Peyrolles et de Saint-Louis. Et puis, même s'il y avait une toute petite erreur, elle est vraiment minime. Il y a 12 km entre les deux, vous superposez les deux églises. C'est vrai que les méthodes de cartographie ont légèrement varié, mais enfin, voilà ce que ça donne en tout cas. On est approximativement à 300 mètres d'un bâtiment que les crapahuteurs connaissent, El Castell. On est à 300 mètres à l'est d'El Castell. El Castell est une espèce de bergerie qui a été construite dans les années 1900 et qui était déjà ruiné en 1942. C'est un bâtiment assez intriguant, dissimulé dans les arbres, enfin les arbres ont poussé autour et dedans, très difficile à trouver quand on le cherche visuellement, il faut y aller au GPS. Et 300 mètres à l'est de ce bâtiment, il y a le point. Mais c'est toujours pareil, là vous avez une approximation, c'est impossible de se fier à ça pour aller sur le terrain, chercher quelque chose qui est sans doute ponctuel. Voilà ce que donc je disais sur cette diapo, il va falloir utiliser un document beaucoup plus précis. Un document au 80 millième, ça ne va pas être exploitable en réalité. Donc il va falloir passer à l'autre document cartographique dont disposait Boudet. Il disposait du cadastre. Voilà la feuille cadastrale du Cerbaïrou. Alors pourquoi nous sommes sur le Cerbaïrou et le Cerbaïrou appartient à la commune de Sougraigne. C'est l'extension la plus ouest de la commune de Sougraigne. Donc il faut se procurer le cadastre. Enfin voilà,
le faire. Et je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble. Vous y trouverez donc la légende ici, et ici une rosace bien intéressante. Sur cette carte, sur ce cadastre, je me suis amusé à poser la carte de Boudet dans sa dimension d'origine. J'insiste, je n'ai absolument pas modifié les proportions. Je vous encourage à faire vous-même chez vous. Vous imprimez une carte de Boudet sur un calque, vous imprimez la carte, vous imprimez le cadastre en grandeur. Alors là, ça fait X feuilles. Il faut, bon, vous assemblez les feuilles, enfin vous vous débrouillez, et vous posez la carte de Boudet grandeur sur le cadastre. Et là, vous apercevez des choses bien intéressantes. Rappelez-vous le repère d'impression supérieure. Posez-le donc sur l'axe médian de la rosace. Et vous verrez le point du titre se poser sur une droite verticale du quadrillage du cadastre. Pas approximativement, je veux dire exactement. Les 6-14 cm qu'il y avait entre l'axe médian et le point du titre sur la carte de Boudet, c'est les 6-14 cm que le dessinateur du cadastre, quand il a dessiné sa rosace, avait... il a dessiné sa rosace sans penser à Boudet, bien sûr. Il a fait ça 30 ans avant lui ou 40 ans avant lui. Mais il a dessiné sa rosace à 6-14 cm de la droite verticale, de cette droite verticale du quadrillage du cadastre. Je vous expliquerai ce qu'est le quadrillage du cadastre. Donc, voilà pourquoi Boudet s'était imposé cette échelle un peu ridicule de 6-14 cm entre l'axe médian et le point. Ça gênait beaucoup pour superposer avec la carte d'état-major. C'était un boulet certainement pour tous les gens qui ont cherché à comprendre sa carte, mais le boulet, il venait du fait qu'il fallait passer au cadastre sans changer d'échelle. Et ça, la contrainte était là, Boudet l'a respecté, il n'avait pas trop le choix. Enfin, en tout cas, il a fait ce choix, s'il l'avait. Donc, vous voyez, je explique un peu, le repère d'impression sur l'axe médian de la rosace, le point du titre qui vient se poser sur cette droite verticale dont j'expliquerai l'utilité. Et voilà ce que ça donne. Si vous utilisez la stèle, comme je l'ai agrandi tout à l'heure, pour qu'elle vienne se coller sur la carte de Boudet, je vous avais dit, la croix vient se coller sur l'axe médian, et le point du titre, le M, vient se coller sur le point du titre. Il est bien évident que maintenant, vous prenez votre stèle mise à la dimension de tout à l'heure, vous allez coller la croix sur l'axe médian de la rosace, et vous allez trouver la pointe du M sur la fameuse droite verticale du quadrillage dont je viens de vous parler. C'est l'évidence, puisque j'avais ajusté les échelles pour que les documents correspondent. Ça correspond. Donc il va falloir utiliser soit la stèle, soit la carte, soit les deux, sur le cadastre. Maintenant, on le comprend. Mais il ne suffit pas de la poser comme ça. Là, quand c'est posé comme ça, c'est juste pour vous dire, la coïncidence des 6-14 cm étant là, on sait qu'on a mis le doigt sur la bonne feuille cadastrale, sa console, et qu'on était avec la carte d'état-major sur le Cerbaillon, et c'est sur la feuille cadastrale du Cerbaillon qu'il y a les 6-14 cm entre la rosace et la droite verticale. Vous pouvez regarder toutes les autres feuilles cadastrales de la région. Il n'y en a pas une qui correspond. Voilà, alors qu'est-ce que c'est que le quadrillage du cadastre? Les géomètres partaient du clocher de la commune, et par le clocher de la commune, ils traçaient une méridienne et un parallèle. C'était les deux droites 0, le vertical 0, l'horizontal 0. Et tous les 500 mètres sur le terrain, c'est-à-dire tous les 20 cm sur le cadastre, ils numérotaient une droite 500, en horizontal ou en vertical, une droite 1000 à 1000 mètres du clocher, une droite 1500 à 1500 mètres du clocher, etc., etc. Là, on est complètement à l'ouest de Sougraigne, on est assez loin. Les deux droites qui sont verticales, qui sont sur la feuille cadastrale, c'est la droite 2500, qui est celle qui passe ici. Ici, c'est la droite 2500. Et là, à gauche, c'est la droite 3000. On est déjà à 3 km du clocher de Sougraigne. Je vous le dis, parce que ces deux droites, on va s'en servir. Alors voilà, je vous montre des gros plans du quadrillage. La droite qui passe juste à côté de la rosace, là, à 6-14 cm de la rosace, si vous regardez bien, vous voyez écrit 2500. Je vous ai fait un agrandissement. Voilà comment le géomètre a noté les 2500 sur la feuille cadastrale. Je vous le dis parce qu'il y a toujours des sceptiques, il y aura toujours des gens pour dire ouais, mais attends, tu nous bidonnes. Non, non, vous prenez la feuille cadastrale, vous regardez. La droite qui est tout à fait, la droite verticale qui est tout à fait à droite n'est qu'à 1 km du clocher de Sougraigne.
C'est donc la droite verticale 1000. Et voici à quoi elle ressemble quand vous regardez la fiche cadastrale de près. Alors là, maintenant, il va falloir se situer sur le cadastre. Alors, pour se situer sur le cadastre, je vous rappelle que tout à l'heure, j'étais passé par l'étape carte IGN, et sur la carte IGN, il y a un bâtiment qui est vachement intéressant, tout simplement parce que c'est un gros bâtiment, pour moi, il m'a servi de référence, quoi. Vous passez au Casteil, et du Casteil, vous partez dans la direction et la distance que vous voulez. On est tout près, le Casteil, on ne peut pas le louper. Enfin, on ne peut pas le louper, il faut quand même le trouver, mais bon, quand on y est, on y est. On sait où on est et on peut partir. Alors le Casteil, il a été construit là. Là, c'est-à-dire sur l'ancien cadastre, entre la parcelle 54 et la parcelle 66. Et à 300 mètres environ d'El Casteil, rappelez-vous tout à l'heure, je vous dis, on se situe approximativement à 300 mètres à l'est d'El Casteil, on tombe sur la zone où, grosso modo, est écrit le S de Cerbaillorous sur le cadastre. Grosso modo, il faut chercher par ici. Ouais, mais comment chercher précisément par ici? Voilà. C'est pas compliqué. Vous savez que le cadastre est parcouru de droite verticale, ici c'est la droite 3000, et de droite horizontale. Là, c'est l'horizontale qui passe par le clocher de Sougraigne. C'est l'horizontale 0. Et si vous placez la stèle sur le cadastre, avec la croix, une croix, c'est une intersection de deux droites. On est bien d'accord. Vous placez la croix sur l'intersection des deux droites 3000, la verticale 3000 et l'horizontale 0. Nous avons vu tout à l'heure que l'intersection de la droite des 3A et de la ligne du 17 janvier se situait entre le V et le I de la ligne du 17 janvier. Donc le point, il est là, où j'ai mis le curseur de la souris. Et voici ce que ça donne sur la diapo suivante. Le point est là, entre le V et le I. Donc, si on revient sur ce que je viens de vous montrer, avec la stèle, on pose la stèle couchée sur la gauche à l'intersection de V3000 et de H0. On regarde où est le point de l'intersection de la droite des 3A et de la ligne du 17 janvier. On mesure par rapport à la verticale de 1500 et à droite H0. Vous avez tant de millimètres, ça fait 40 mètres au nord du clocher de Sougraigne et 2565 mètres à l'ouest du clocher de Sougraigne. C'est pas plus compliqué que ça. Vous y êtes. Ça y est, avec la stèle, on y est. Vous allez me dire, ouais, enfin la stèle, là, tu l'as peut-être utilisée exprès pour arranger tes affaires, à ta façon, parce que tu voulais que ça tombe là, etc. Oui, sauf que, maintenant, on va repartir avec la carte de Boudet. Avec la carte de Boudet, donc je vous ai montré ça tout à l'heure, c'est bien saisi. Je vous ai dit 6-14 cm entre l'axe médian et le point du titre, qui se retrouve exactement sur le cadastre. N'oubliez pas que 6-14, c'est la largeur du rectangle des coucous. Vous savez, le fameux rectangle au centre de la carte, dont la diagonale fait 12 cm. Eh bien, sa hauteur, c'est 6-14 cm aussi. Exactement. Alors, ce rectangle, il était fait pour être placé sur le cadastre, entre l'axe médian de la rosace et la verticale de 1500. C'est fait, voilà, j'ai placé la carte de Boudet avec mon rectangle entre l'axe médian de la rosace et la verticale de 1500. Vous allez me dire, ouais, mais maintenant que tu as fait ça, où vas-tu? Vous vous rappelez bien que le point qui nous intéresse, c'est le point G, le G de Hartig. Donc, traçons une droite verticale passant par le G de Hartig. Et regardons où elle va passer. Très étonnamment, elle va passer, la voilà en rouge. Regardez, voilà un gros plan sur la zone. Le mot Hartig est ici. Je trace une verticale qui passe par le milieu du G de Hartig. Je la fais descendre assez bas sur ma carte. Elle va passer dans le S de Cerbaillorous. Étonnant. Donc nous sommes à 300 mètres à l'est de El Casteil, comme je vous le disais tout à l'heure. Et maintenant, on a, je suppose, la longitude du point désigné par Boudet. Mais je vous ai dit, avec la carte, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec la stèle. On n'a pas la latitude. On ne sait pas où se situer entre nord et sud. Il faut encore utiliser la carte Boudet dans une autre orientation. Là, je l'avais couchée sur la droite, la voilà couchée sur la gauche. Pourquoi?
vous arrangez pour que les jets de Hartig, vous arrangez. Oui, c'est un arrangement, mais nous savons que la droite verticale que je viens de tracer, elle passe par le S de Serre-Bayrou. Donc on va placer en ayant couché la carte sur la gauche, on va aller chercher sur l'horizontale 0. Vous vous rappelez qu'avec la stèle, c'est sur l'horizontale 0 que je l'ai placé. On va placer l'axe médian de la carte sur l'horizontale 0. On va mettre le jet de Hartig de face sur la droite verticale que je viens de tracer. Et on a le jet de Hartig à cet endroit. Alors voilà où est le jet de Hartig. Il est là, cerné en vert. Il est bien sur la ligne du 17 janvier par rapport au placement de la stèle de tout à l'heure, entre le V et le I, c'est-à-dire à l'intersection de la droite des 3A et de la ligne du 17 janvier. Et sur la carte boudée, c'est le jet de Hartig. Mais avec la carte boudée, c'était quasiment impossible à deviner. Il fallait d'abord la placer debout entre la rosace et la V2500. Après, il fallait la coucher sur la droite pour déterminer la longitude du point G. Et après, il fallait la coucher sur la gauche et l'aligner sur l'horizontale 0 pour savoir la latitude. Enfin, c'était impossible. Avec la stèle, c'était facile. Enfin, facile. C'était plus simple. Alors qu'avec la carte boudée, c'était infaisable. Et mon idée, c'est que la stèle a été publiée 20 ans après la carte parce que personne ne comprenait rien au montage de Boudet. Enfin, les gars qui ont fait la stèle le savaient, eux, mais qui ont dessiné la stèle. Mais les lecteurs, s'ils espéraient attirer l'attention d'un lecteur avec la carte, c'était impossible. Donc la stèle a été publiée 20 ans plus tard pour donner une solution plus simple. Plus simple, voilà. Moins compliquée. Alors maintenant, on sait qu'on est à 2555 mètres à l'ouest du clocher de Sougraigne, à 40 mètres au nord du clocher de Sougraigne. Donc on peut faire un petit peu de travail, c'est pas compliqué. On va sur le géoportail, on se met en coordonnées métriques, hein, et on a les coordonnées métriques dans la zone 31. Et la zone 31, c'est la France métropolitaine, en coordonnées UTM. Vous demandez à géoportail d'afficher en coordonnées géographiques, vous arrivez sur ces coordonnées-là. Alors, vous avez des coordonnées situées à... Allez, admettons que je me sois trompé de 2 mm. C'est tout à fait possible. 2 mm sur le cadastre, c'est 5 mètres. Ouais, bon, on peut se tromper de 5 mètres. Hein. Si on arrive à 5 mètres de quelque part, en général, on doit le trouver. Donc, je suis allé sur le terrain. Alors, je vous signale quand même des petites choses amusantes. Le point est situé ici sur la carte de géoportail, là, la carte IGN. On est exactement à 1860 mètres du clocher de Rennes-les-Bains. J'ai trouvé ça marrant et je me suis demandé si c'est pas pour ça que Boudet avait choisi de faire tout ce codage sur 186. Ce serait 186 décamètres. Ouais, bon, c'est possible. Enfin, j'ai trouvé la coïncidence assez étonnante. Je me suis dit que c'était un petit peu plus d'eau à mon moulin, nous verrons. Voilà un petit peu l'environnement géographique. Hein. On a le clocher de Rennes-les-Bains, 1860 mètres plus loin, là on a le point Boudet, alias point G. Ici vous avez la bergerie El Casteil, là vous avez le Bartolo. Je vous ai mis la source de la Madeleine, la pierre levée. Alors je vous signale que la fameuse pierre levée, elle est exactement au nord du point que je vous indiquais. C'est pas par hasard, à mon avis, qu'elle a été dessinée dans le bouquin de la VLC. Hein. C'est parce que à l'époque, il n'y avait pas de végétation. Hein. Là, vous voyez, c'est la jungle. Hein. À part la petite zone défrichée, là, très mal défrichée. Pardon. À part la zone très mal défrichée, là, c'est la jungle complète. Vous ne pouvez plus faire le chemin. Mais à l'époque de Boudet, il n'y avait pas d'arbres du tout. On pouvait très bien partir de la pierre de Boudet ou la pierre levée avec une boussole, on fonçait plein sud, ça monte, mais enfin ça monte pas terrible, hein, je l'ai fait, hein, c'est pas compliqué. Hein. Vous marchez plein sud, vous arrivez à l'endroit que je vous ai dit. Hein. Alors, on continue. Voilà l'état actuel de la végétation. On est là. La jungle amazonienne, ça ne doit pas être pire, fuite d'avion. On ne peut absolument rien voir du sol. Mais géoportail permet de remonter le temps. La fonction de remonter le temps de géoportail. Alors la photo de 1942 ne vaut rien. Elle est de mauvaise qualité et la zone qui nous intéresse est plutôt floue. Par contre, la photo de 53 est vachement intéressante. D'abord, on voit qu'il n'y a pas d'arbres. Il y a quelques buissons, c'est tout.
Donc on peut voir ce qu'il y a au sol. J'ai marqué le point, voilà, on arrive ici. Vous voyez quand même que ce n'est pas un point où il n'y a rien. Quand vous êtes sur le Cerbaillero, il n'y a pas grand-chose. Vous avez des buissons, des chemins tracés sans doute par le bétail. Hein. À l'époque, on y mettait des moutons. Et vous avez ici, il y a le Casteil. Hein. Et l'endroit que je vous montre, il y a une tache blanche entourée d'un bourrelet gris. Qu'est-ce que c'est? C'est une dépression de terrain. C'est pas compliqué. Nous sommes sur le versant nord du Cerbaillero. La pente se fait en descendant vers le haut de l'image. Hein. Le versant nord, il descend vers le nord. Hein. Donc quand vous montez vers le haut de l'image, vous descendez en fait. Hein. C'est une pente, c'est une belle pente, quoi. C'est pas très raide, hein. On n'a pas besoin de s'accrocher avec les mains, hein, mais quand même ça descend bien, quoi. Et là, vous voyez, il y a quelque chose qui sort, et vous voyez un petit écoulement. Il y a un écoulement, il y a un truc. Ça vaut la peine d'aller voir. On a un endroit. Donc, moi, je vous propose un endroit. Je ne dis pas c'est l'endroit. Je vous dis, selon mes tentatives de démonstration, hein, j'ai bien démontré, me semble-t-il, que la carte Boudet correspond à des lieux sur le terrain, que la carte et la stèle se superposent et sont faites pour se superposer. Et mon troisième théorème, c'était que je suis désolé, c'était de démontrer que tout ça, ça servait à mon troisième théorème, c'était qu'il fallait utiliser le cadastre. Et qu'avec le troisième théorème, on arriverait à trouver la localisation d'un point sur le terrain. Et moi, il me semble que j'ai trouvé quelque chose. Enfin, je vous propose la localisation d'un point sur le terrain. Alors, ça. Il y a un trou, il y a de l'eau, il y a une source. Et ce qu'on trouve quand on va à cet endroit, on trouve une source. Alors, j'ai pas creusé, j'ai pas cherché s'il y avait des pierres gravées, des machins, des trucs. Je suis monté à main nue avec un appareil photo et j'ai pris plusieurs photos. Voilà, bon, ça c'est un gros plan de la source. La photo est dégueulasse, je suis désolé. Mais quand j'y suis arrivé, il pleuvait, il faisait froid, il y avait du vent. Enfin, bref, j'étais pas dans une forme olympique. Et j'ai pris une photo qui n'est pas terrible. Mais voilà, il y a quelque chose à cet endroit, il y a ça. Je vous les montre. Voilà, quand je suis arrivé, il y avait ça. La bâche était posée, alors ça c'est drôle d'histoire, la bâche était posée sur le trou de la source, posée sur ses perches. Curieux, hein, je suis arrivé, quelqu'un avait caché, ou protégé, je ne sais pas, cette source, avec cette bâche bleue posée sur les perches. J'ai soulevé la bâche pour regarder dessous, évidemment. J'ai trouvé les perches là posées. Je ne sais pas qui a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a quand même un peu intrigué. J'ai pris quelques photos des alentours. Voilà ce que ça donne, ça c'est l'opposé. Vous regardez là, vers quoi coule la source. Alors je précise que j'y suis allé début septembre 2019. Il y avait eu 4 mois de sécheresse, et pourtant la source coulait toujours. Ça m'a étonné. Bon, c'est une source qui ne tarit pas. Le jour où je suis arrivé, bien sûr, il avait commencé à pleuvoir. Il pleuvait depuis la veille au soir. Je suis arrivé dans le Gadou, mais on avait passé 4 mois de sécheresse. Voilà, voilà la bâche, les perches, sur une photo un peu plus nette, on va dire. Après, bon, il y a les environs, alors on peut s'amuser comme un petit fou avec tous les cailloux qui sont sur juste au-dessus, l'amoncellement de cailloux de la crête du Cerbaillero. Je ne sais pas si ça a une grande importance, enfin voilà, on peut y trouver tout ce qu'on veut. On y trouve des rochers extraordinaires, enfin bref. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une localisation. Boudet, dans son bouquin, parle beaucoup de sources. Hein, on ne peut pas dire le contraire. Il parle de la source de Notre-Dame de Marseille, de la source de la Madeleine, etc. Boudet avait quelque chose avec les sources. Et selon moi, il attachait une importance particulière à cette source-là. Je n'en sais pas plus. Je n'ai pas la prétention d'en savoir plus. Mais beaucoup de questions restent ouvertes. Et j'attends les vôtres. Merci pour cet exposé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Il y a juste un truc qui pourrait coincer à l'écran dans ta démonstration, c'est quand tu nous présentes des angles droits. Parce qu'ils ne sont pas droits, et ça c'est lié au système de projection qui projette... Je te remercie de le dire. Qui projette un rectangle d'une façon carrée. Oui, c'est-à-dire que j'ai pas réussi... Pour les matérialistes grincheux, voilà l'explication. Les photos sont resserrées droite-gauche. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de dupliquer l'affichage ou
de faire affichage de deuxième écran seul, mais quand j'ai mis deuxième écran seul, j'ai eu un écran noir. Alors je me suis contenté de ces photos rétrécies, et c'est vrai, tout ce que j'ai dit là, il faudrait le projeter avec des photos environ 20% plus larges. Je n'ai pas su le faire, mais je te remercie d'avoir noté que c'est lié au système de projection. Je vous jure que j'ai pas truandé les images et les proportions, c'est vraiment le matériel, quoi. Je voudrais juste savoir avec précision quel est le type de cadastre et l'année qui a été utilisé. Oui. Voilà, vous avez parlé. Il n'y a qu'un cadastre. Voilà, vous avez parlé du cadastre de 1850. Non, c'est la carte d'état-major qui est 1851. Le cadastre est légèrement antérieur. Je vais, si tu veux, revenir dans ma documentation et j'ai la légende du cadastre en photo, en gros plan, quelque part dans ma bécane. C'est une très bonne question que je te remercie de m'avoir posée. Si c'est le cadastre original de Sougraine, il est de 1750. Non, je ne parle pas de ce cadastre. Je parle du cadastre napoléonien, c'est-à-dire celui dont Napoléon Bonaparte avait commandé la réalisation, qui s'est fait après le Premier Empire parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Il s'agit donc du cadastre parcellaire de la commune. 1832. Voilà, 1832. Dans quel état était la bâche? La bâche est en bon état, C'est-à-dire parfaitement utilisable. récente. Bon. Si ça peut te donner une indication, ça fait partie des zones de prédilection de l'ancienne équipe de Jean-Claude Daniel. Voilà. Oui, mais ça ne me dit rien. Voilà. Donc Je te le dis c'est peut-être si tu veux qu'ils l'ont posé, mais bon, pas forcément. Mais si elle est récente, bon, comme Jean-Claude Daniel a arrêté depuis un moment, si tu veux, ses travaux. En fait, ça correspond à la zone, parce qu'il y a pas très loin de cette source, tu as une excavation qui descend de 3 mètres, qui est très dangereuse, parce que le plafond est de la terre et non pas de la roche, qui a été fouillé, si tu veux, par l'équipe à Daniel, qui m'avait montré à une époque, quand on s'entendait bien, et tu n'en es pas très très loin. Donc, si j'ai bien compris, vous connaissez le cheminement, ou en tout cas un cheminement, qui est le vôtre, mais quel est le mobile alors? Eh bien, je laisse la question ouverte. En partant, je me suis dit, c'est une dépression, tu vas trouver un trou. Et ayant lu beaucoup Boudet, la fin du bouquin, la croix veille sur je sais plus quoi, la croix veille sur le monde, ou un truc comme ça, sous ces allusions à des tombes et à la mort, je m'étais dit, ce serait quand même bien que tu trouves l'emplacement d'un tombeau. Alors, on se fait toujours un film avant. De toute façon, pour être motivé, il faut se faire des idées. Donc je me faisais des idées. Et je me suis dit, si dans ce trou-là, je trouvais quelque chose, même si c'est un tombeau vide, on s'en fout, une pierre gravée, un truc, une borne, une stèle, enfin quelque chose qui vous dit si j'y ou si gisais un tel, ça m'aurait beaucoup plu. Puis je me serais dit, tu as trouvé un site archéologique, t'es quand même pas un manche. Mais non, je suis arrivé, j'ai trouvé ce trou dans la terre, dont sort une source, et je n'ai rien vu d'autre apparent au sol. Maintenant, je n'ai pas de détecteur de métaux, je n'ai pas de baramine, j'ai rien du tout. Si ça se trouve, il y a quelque chose, et j'en sais rien. Ta question, c'est précisément... Quel était le mobile finalement? Mon mobile de Boudet, je ne sais pas. Moi, mon mobile, c'était trouver l'endroit dont nous parle Boudet et voir ce qu'il y a à cet endroit. Et à cet endroit, la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a une source qui ne tarit pas. Au-delà, j'ignore. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce trou. Eh oui. J'ai toujours pensé que Boudet faisait allusion à une tombe. Je le pense encore, mais je suis tombé sur une source. Tu sais, comprendre la pensée de Boudet, moi, ça m'a paru compliqué. Si De Sède n'avait pas parlé du bouquin de Boudet, personne ne connaîtrait Boudet. Si dans l'Assemblée, il y a des gens qui connaissent la motivation de Boudet, il faut nous le dire. Ce que je peux te dire, c'est que Boudet et l'abbé Arnaud, Antoine Arnaud de Sougraine pour tout, donc contemporain, ont bénéficié des connaissances de l'abbé Casindre. Peut-être. Voilà, tu regarderas un certain calvaire dans un certain bastion à Carcassonne. D'accord. Bon. Ouais. Boudet a lu très attentivement la langue hébraïque restituée de Fabre d'Olivet. Merci. Voilà, d'accord. La motivation de Boudet, ça a été de trouver un lieu précis que lui ont indiqué ses pères, notamment l'abbé Casindre, d'accord, et que l'abbé Antoine Arnaud devait connaître parce qu'il était curé des communes de Fourtou-Sougragne, sur lesquelles se trouvent des choses importantes en souterrain, d'accord.
Le problème, c'est que ce qu'a trouvé l'abbé Boudet lui aurait valu une grosse fessée de la part de l'évêque de Carcassonne et du pape Régnant à l'époque. Donc, il a dû le coder, le recoder. Mais, en gros, la préoccupation de Boudet, c'était, par rapport à ses pairs, c'était où se trouvent les reliques du royaume juif de Narbonne, de la Haute-Vallée. Ça serait quelque chose que tu as oublié sur la carte de l'abbé Boudet et qui concerne la légende. Ah oui, Concerne la légende. je n'ai pas voulu en parler ici. J'aurais eu des choses à dire, mais ça faisait trop de diapos. Et vas-y, Et ça, toi. et ça serait peut-être long à, à développer. Ouais. À développer. Est-ce que tu as une photo assez précise de la légende Alors, de la carte de la vraie langue celtique? on va revenir sur mon exposé. J'ai une diapo qui répond partiellement à ta question. Je montre ici, vous voyez les 3 points devant Menhir. Vous voyez ici, alors Menhir debout, Menhir couché, Dolmen. Non, mais ça, c'est pas la carte de l'abbé Boudet, ça. C'est la carte. Ah, mais oui, d'accord. En rouge. En rouge, En rouge, la carte de Boudet. Ah oui. Et vous voyez que je ne l'ai pas voulu le montrer, mais quand vous avez mis, comme je l'ai expliqué, l'axe médian, les 2 repères d'impression sur Paillerolle et Saint-Louis, j'ai pas voulu développer parce que je trouvais que mon exposé était trop long. J'ai pas voulu développer le fait que le méridien 600, le méridien 0, il passe précisément par la dernière croix, par le point, par le trait ici et par le point du milieu ici. Ça veut dire que là, le placement de la légende à cet endroit n'est pas fortuit non plus. Bon, j'ai pas voulu développer là-dessus, mais puis c'est pas de ça que tu voulais nous parler. Tu voulais nous parler de la légende elle-même. La légende elle-même, oui. Alors, la légende elle-même. En 82, j'avais déjà trouvé que la légende, en la décodant, donne le nom de Edgar Poe. Ah oui, c'est toi qui avais fait ça. C'est moi qui ai fait ça, ouais. Et là, il y a une particularité aussi de la légende qui est au niveau du dolmen. En fait, le symbole cartographique d'un dolmen, c'est en fait la lettre pi. Oui. Enfin, ça pourrait être la lettre pi. Là, Boudet nous rajoute en dessous du dolmen une barre verticale, horizontale. Il y a un étage. Oui. Horizontale, voilà. Donc, en fin de compte, on pourrait... bon, il y a d'autres particularités de la carte que tu as annoncées d'ailleurs. Bon, les gens qui font des mots croisés trouveront facilement une définition qui revient couramment, c'est pomme en 3 lettres, happy. Or, si on regarde le dolmen de l'abbé Boudet, on a la superposition de la lettre A majuscule et du pi machin. Donc on lit happy. Mais happy, le grand parchemin, il finit par quoi? Par pomme bleue aussi. Il y a ces fameuses pommes qui reviennent tout le temps. Et si on regarde bien d'ailleurs ce dolmen, on peut le comparer à la signature de Albert Dürer, qui était un graveur, qui était un machin. Et donc ça fait bien. Quand il signait Albert Dürer, voilà, on voit une barre horizontale qui a été rajoutée sur le signe. La projection n'est pas parfaite. Oui, bon, ça, on va imaginer. Et donc, Albert Dürer signait comme ça. Il signait avec cette sorte de signe, avec oui, parce que c'était la composition du A et du D. Enfin. Voilà. Et le D, ben on l'a en fin de compte. On a le symbole du dolmen et on a dolmen, la lettre D de dolmen en fin de compte. On a AD en fin de compte sur la signature de la carte. Et ça nous ramènerait, les pommes nous ramèneraient au parchemin. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est du beau. C'est parfait ça. C'est voilà. de la bonne. C'est parfait. Or que c'est pas en cartographie, c'est pas un dolmen. C'est la superposition de la lettre pi avec la lettre A majuscule. Donc happy. Happy, c'est la pomme. Ouais, bon, mais... Non, mais c'est juste, je dis, bon, d'abord, c'est ma traduction. C'est ma traduction. Ensuite, il y a 681 qu'on retrouve dans la signature, qu'on retrouve dans Rennes Celtique. 681 avec le 681 que moi je transforme en 186. Oui, mais le grand parchemin nous dit Pax 681 aussi. Oui. Voilà. Et il faut savoir que dans le grand parchemin, il y a
Attends, c'est pas le Ad- grand parchemin, c'est la phrase bergère dont on nous parle. Non, mais je parle aussi du grand parchemin où il y a Ad Génézaret. Oui. AD, c'est Albert Dürer aussi, ça peut être Albert Dürer. Tiens, Pas mal. un troisième peintre qu'on n'avait jamais soupçonné, puisqu'on a Poussin, Ténier, et il y aurait Dürer. Oui, il a peint quelques tableaux, Dürer. C'est vrai, c'est un graveur. Hein, Mais si on regarde la carte de Boudet, c'est tout dans le style de Dürer d'ailleurs, hein, fait à la plume, machin, des petits, voilà. Et il faut savoir que Dürer a fait un tableau qui s'appelle le lac de un truc sur le lac de Génézaret, en fin de compte, hein, oui. Donc Ad Génézaret peut désigner un tableau de Dürer. Je trouve bizarre de trouver justement la signature, enfin la lettre dont se servait Dürer pour signer, avec suivi d'un D justement. Et là, on a effectivement un dolmen et le A de Dürer devant. Bon, c'est. Vous en tirez ce que vous voulez. Hein. Oui. Maintenant, voilà. C'était pour. Comment dire pour donner un truc qui n'a jamais été mentionné nulle part. Bon, déjà la signature de Carpeau, c'est facile à trouver. Et alors, il y a un truc que tu as mentionné, 2545. Or, MDC fait 2600. Oui, alors ça, j'y ai pensé aussi. C'est compliqué d'interpréter cette légende. 45 mètres de différence. Bien sûr, il y a méridien. Il y a quelque chose comme méridien 600 dans MDC. Oui, ça c'est du comment dire Daniel Dugès, mais 600. Mais il y a 2 M, on pourrait interpréter par 2000. Oui. Et effectivement, à ce moment-là, on arriverait à 2600. Mais connaissant Boudet, tu sais, Boudet, il fait des jeux de mots à tout moment. D'ailleurs, c'est ce qu'il appelle la langue punique. Ouais. En anglais, c'est faire des jeux de mots. Ouais. Et on aurait pu interpréter ça aussi comme MM 2000, D comme 200 ou 2, tu sais, ça veut dire 500 en chiffre romain, mais avec Boudet, ça peut vouloir dire 2, hein, ou ça peut vouloir dire 10. Tu sais, avec lui, donc je pense que malheureusement, on a trop de possibilités d'interprétation pour avoir une assurance. La carte d'état-major, c'est celle de 1866 d'abord. Pas du tout. Alors, il n'a pas été fait de carte d'état-major en 1866. Si. Mais pas du tout. Ben Je te si. montrerai. Alors, on y va. Si. Alors là, mon petit gars, tu vas voir. Alors ça, je me suis documenté. Hein. D'ailleurs, Je vais te montrer la carte d'état-major en couleur. Et tu vas voir que la légende, exactement comme pour le cadastre, j'ai fait des photos des légendes. Ouais. Et la légende te montre qu'elle a été faite avant, en 1851. Et la carte d'état-major en noir et blanc, celle que je vous montre est bien de 1880. Écoutez, on va aller faire un petit tour, si vous avez le temps. En fait, dans ma documentation. La carte oui. géologique de la région, qui est une carte au 80 millième, est calquée sur la carte il est marqué levé par les officiers du corps de garde en 1866. Bah oui, Comme mais les moi gens- j'ai la vraie carte d'état-major, pas la carte géologique, tu vas voir. Et moi, j'ai celle de 1866 qui vient de l'IGN. d'ailleurs. Bah si t'as vu Ah oui, t'as la carte géologique, mais attends. Non, pas la carte géologique, la carte de 1866. Écoute. Estampillée avec les armes de l'IGN et tout. Yes. Donc, on commence par la carte d'état-major en couleur. Si tu veux, oui. Non, Allez. mais j'ai pas de... Tu vas voir. Alors, et on va regarder la légende. Et tu auras la date de réalisation de la carte. Alors, ça, il s'agit de la carte en couleur, la première version. Alors, elle a été levée au 80 millième et imprimée au 40 millième. Hein, et il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que là, je n'ai que la moitié. Moi, celle que je possède, elle est imprimée au 80 millième. Hein. Oui, alors c'est celle de 1880. Attends, j'ai trouvé la date. Moi, je l'ai en 1866. Bah, je suis très étonné. Mais bon... Voilà, elle est de 1851. Alors, je regardais ici. Elle est de 1851. Ouais. Voilà, elle est de 1851, signée par Chevalier et Lapie. Voilà. Et la carte de 1866, quand on regarde le territoire de Rennes-les-Bains, la carte de la baie Boudet, c'est grand comme un timbre-poste, quoi, en fin de compte. La baie Boudet, ou son frère Edmond, si c'est bien lui qui a fait la carte, a agrandi la carte de 1866
à peu près un 26 millième, hein, à peu près. Hein. Donc de 1,80 millième, il est passé à une échelle de 1,26 millième. Cette carte, là, on n'a que la moitié est de la région. Vous verrez, tenez, voilà Valmigère, Terol, et tout en bas, vous verrez Bugarache. C'est parce que cette carte, elle s'arrête au méridien 600, vous voyez. Et on ne pouvait pas utiliser, il y a une carte de la partie ouest, hein, la même, hein, tout aussi grande, tout aussi détaillée. Voilà les Pontilles, vous voyez. Alors le dolmen, il est là, et puis Pérol, ce serait là dans la légende. Donc on ne pouvait pas utiliser la carte, cette carte-là, levée au 80 millième et imprimée au 40 millième, et avec des feuillets d'1 mètre. Regardez, feuille de gravure à l'échelle de 1,80 millième. Partie nord-est à l'échelle de 1,40 millième. Vous voyez, Oui. Ah ouais. hein, de 1851. Moi, Celle-là, je ne la connaissais pas du tout d'ailleurs. bah, Je la elle est connaissais accessible pas. sur le site Ah ouais. de l'IGN. Oui, C'est comme ça que je l'ai possible, téléchargé. ouais. Je regrette pas d'avoir téléchargé tous ces trucs-là il y a quelques années. Tout n'est plus forcément accessible. Et après, je peux vous montrer la carte de 1880. Il y a un spécialiste parmi les chercheurs ici, enfin qui n'est pas aujourd'hui présent, qui m'a bien expliqué qu'elle était forcément de 1880. D'abord parce que c'est marqué sur la légende, mais aussi parce qu'on y voit la ligne de chemin de fer qui allait de Arques à je sais pas où, enfin, Oui, et qui était était pas- construite en 1876. Donc, D'ailleurs, sur la carte de 1866, le pont qui relie, qui va sur la route de Fourtou, en fin de compte, à la sortie de Rennes-les-Bains, n'existait pas. D'ailleurs, Boudet le dit en 1886. Il dit qu'en 1886, les ouvriers travaillaient à la construction du pont qui va sur Fourtou. Avant, il fallait passer par le village, par le pont qui était dans le village, quoi, carrément, pour aller de l'autre côté. Voici une vue d'ensemble de la carte de 1880. Et vous voyez en bas à gauche, je vais zoomer un peu, ça c'est une vue d'ensemble. Vous verrez la légende, gravée, écrite à la main, c'est 8EM 254. Il s'agit de la carte d'état-major, feuille 254, au 80 millième, 80K veut dire 80 000 évidemment, de 1880, au formatif, parce que quand on peut télécharger, enfin on pouvait à une époque télécharger cette carte gratuitement sur le site de l'IGN, mais elle est de très mauvaise définition. Vous allez voir, si vous zoomez sur la vallée de Rennes-les-Bains, etc., vous voyez que dalle. Dès qu'il faut grossir un peu, ça m'avait permis quand même de dégrossir l'histoire de repères d'impression sur Peyrolles et Saint-Louis, puisque c'est sur les mots Peyrolles et Saint-Louis que viennent s'ancrer les repères d'impression, pas sur le dessin des villages. Donc ça, j'avais compris. Et après, il a fallu que je me procure la carte IGN de 1880, un vrai exemplaire. Alors là, c'est un petit peu compliqué, je vous le signale pour les amateurs. Il faut la commander. Ils ont encore les plaques en cuivre des années 1880 et ils vous impriment sur du velin une feuille d'1 mètre de large et de 70 cm de haut qui vous expédie dans un rouleau et qui vous coûte 150 €. Ouais. Mais ils vous l'impriment, je l'ai commandé, je l'ai eu. Et après, il faut en faire une photo sans déformation. Ce que je vais vous montrer sur la carte de 1880, c'est parce que j'ai fait une photo. Quand vous photographiez la carte avec un appareil ordinaire à 50 cm, vous avez une déformation sphérique. C'est-à-dire que toutes les droites horizontales et verticales vont être arrondies, élargies en leur centre et rétrécies dans les coins, un peu comme avec un fisheye. Même si c'est léger comme déformation. Alors moi, j'ai fait tout un montage. J'ai collé la carte sur une vitre, éclairée et rétroéclairée par le soleil. Je m'étais mis du bon côté. Je me suis mis à plusieurs mètres de la vitre et j'ai photographié avec un zoom. Ça atténue les déformations sphériques, ça les atténue énormément. Et j'ai mis un zoom à 50, pouf, et j'ai photographié la zone qui va de Peyrolles à Saint-Louis. Et j'ai utilisé ce fichier. Tout ce que vous voyez, c'est sur une photo que j'ai réalisée comme ça, quoi. Oui. C'est comme ça que les deux lignes droites sont droites, ou si peu déformées que vous ne vous en rendez pas compte. D'ailleurs, moi, enfin, j'ai fait la même chose pour recoller en fait, la carte d'état-major qu'il avait utilisée. Bon, je persiste, 1866, ça fait rien, de toute manière, apparemment, c'est pratiquement les mêmes. Hein, c'est les mêmes relevés qui ont servi à les faire. Voilà, c'est les mêmes relevés qui ont servi, donc c'est bon. Mais quand je fais ça, je prends mon appareil photo, c'est pareil, et j'obtiens un rectangle. Alors, il faut se poser la question, pourquoi la carte de Boudet n'est-elle pas rectangulaire ? Pourquoi elle est comment ça, enfin, elle est, voilà. Alors que, bon, je me suis dit au départ,
il a suivi la commune de Rennes-les-Bains. Il a suivi les limites de la commune de Rennes-les-Bains. Eh ben, c'est faux. Bah, bien sûr que oui. C'est faux. Alors pourquoi il l'a fait comme ça? Celui qui a la réponse, eh ben, il a qu'à me la donner. Bon. Enfin, moi je le sais, j'en ai une partie de la réponse. Eh ben, tu nous intéresses, hein, André. Oui, mais l'inconvénient c'est que... Eh, si tu ne voulais pas le dire, il fallait pas en parler. Non, mais c'est facile à trouver. Hein. Moi, ce que je propose à tout le monde, c'est de donner cette carte aux enfants. Parce que les enfants, ils arrivent encore à regarder. Nous, on a perdu le sens de... Ils ont des yeux, mais ils ne savent pas voir. Et ils ont vu quoi, tes enfants, tes petits-enfants? Ils voient des formes, ils voient des machins comme ça, et ils disent, tiens, mais papa, pourquoi il a fait ça pourquoi il a dessiné ça sur cette carte? Alors, pourquoi il a fait ça? Il y en a un qui a vu un zodiaque, par exemple. Tu connais bien. Il y a Oui, la théorie oui, du zodiaque. oui. La Ouais, chèvre, ouais, je sais pas quoi. Il y a beaucoup de machins. Mais... Oui. Ouais, c'est... Ah bah oui, le bouquin d'hiver et Murat, ouais, bien c'est- sûr. ouais. C'est ça. Bon. Mhm. Enfin voilà. Non, c'était simplement un rajout à ce que tu as... C'était très très intéressant ce que tu as fait. Hein. Je suis même étonné. Hein. Je suis même étonné que ça marche comme ça. Bon. C'est pas compliqué, mais je sais pas comment dire. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'on n'arrive pas du tout au même endroit. C'est ça le problème. Ah mais, et pour reprendre ton propos, aucun de nous n'a jamais montré quelque chose qu'il ait trouvé. Moi, je montre la photo du trou que j'ai trouvé, mais je n'ai trouvé qu'un trou. Mais quand même, le fait que ce soit une source et que Boudet soit obsédé par les sources me fait dire que peut-être là, on a le début de l'esquisse de quelque chose de concret. Voilà, merci à tous. Et bien, on se retrouve dans pas longtemps pour continuer l'échange.